Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pépites et Pépins, le podcast des entrepreneurs qui parlent de vrai quotidien d'entrepreneurs en 2025. Aujourd'hui, je reçois Céline pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, entreprendre et former dans le secteur de la beauté. Et on va commencer par se présenter, parce que nous sommes toutes les deux passionnées par nos métiers dans ce secteur beauté et bien-être. Et je te laisse commencer, Céline. Alors, je suis Céline et je suis dans le milieu du bien-être depuis presque toujours. Je ne sais plus combien d'années exactement, mais je dirais 16-17 ans. Mon parcours, c'est que j'ai commencé en tant que praticienne cabine dans différents spas. Et puis, on est venu me chercher pour faire de la formation. Et j'ai terminé dans ce parcours de vie de salariat en tant que responsable formation. Et puis, suite à un burn-out, dont on a parlé dans un précédent épisode, suite à ce burn-out, j'ai entrepris de créer mon entreprise qui s'appelle Être, avec un H, comme les arbres qui font partie de ma forêt des Vosges dans laquelle je suis originaire. Et donc, à travers cette entreprise, je travaille avec les personnes en individuel, dans des soins, en collectif, dans des ateliers, dans des formations et dans des retraites. Trop bien. Merci beaucoup de participer à ce podcast avec moi aujourd'hui, Céline. Merci à toi. Et moi, du coup, mon parcours, il a commencé il y a 14 ans, quand j'avais 14 ans. Donc, c'est plutôt la moitié de ma vie que j'ai dédiée à ce métier. Quand j'ai passé pour la première fois la porte d'un salon de coiffure, j'ai su que c'était l'endroit où j'avais ma place sur Terre. Je ne suis pas du tout passionnée par la matière cheveux. Je suis plutôt passionnée par les êtres humains et les énergies qui se dégagent des gens dans un salon de coiffure, avec les clients et avec les coiffeurs. Donc je suis autant passionnée de mon métier de coiffeuse que celui du management. Et forcément, qu'est-ce qui lie tout ça ? La formation. Donc au bout de 10 années aussi à être derrière le fauteuil, on est venu me chercher aussi pour une marque, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, pour de la formation. Et là j'ai découvert un nouveau terrain de jeu incroyable. Juste au bout d'un moment, j'en avais marre de travailler peut-être pour des marques, même si j'adore encore le faire. Je ne voulais pas faire que ça parce que la finalité c'est souvent derrière de vendre autre chose que de la pédagogie. Et moi, c'est vraiment juste la transmission qui m'intéresse, la transmission pure et dure, et encore une fois, les énergies qui se passent entre des gens qui se forment dans la beauté. Et donc, j'ai créé mon académie de formation l'année dernière, et devinez qui est la première formatrice de cette académie de formation. Voilà, on travaille aujourd'hui ensemble sur le projet Mona Academy, où on forme les professionnels de la beauté sur plein d'aspects différents. Avec des valeurs communes. Moi, je suis donc sur la partie coiffure et management. Toi, tu es plutôt sur la partie massage, éveil énergétique. Ce qui nous lie dans l'exercice de la formation, c'est surtout notre manière de transmettre qu'on veut de plus en plus humaine. Nous, ce qu'on aime, c'est l'intelligence collective, c'est le partage et vraiment ce qui se passe dans une formation plus que juste le contenu qu'on donne. Qu'est-ce qui se passe en fait dans nos formations, Céline ? Comment tu pourrais alimenter ça ? Les formations, dans formation, il y a transformation. C'est ça qui est aussi intéressant. Je pense que dans nos formations, on va travailler notre posture de formatrice, qui n'est pas au centre du groupe, tu m'arrêtes si tu veux, qui n'est pas au centre du groupe, mais qui est plutôt à l'extérieur. Et un travail d'énergie collective, d'intelligence collective, de capter qui on a dans notre groupe pour pouvoir les amener à un point bien défini, un objectif pédagogique bien défini. De travailler avec l'humain, tout simplement. Finalement, dans un rôle de formation, c'est assez commun. Hein, le métier, c'est ça, normalement. Mais beaucoup plus rare dans le milieu du bien-être et de la coiffure, puisque souvent on devient formatrice parce qu'on a de la bouteille, parce qu'on est plutôt senior, parce que c'est un parcours, à un moment donné on se dit bon, je veux plus faire de terrain, donc qu'est-ce que je fais ?
soit je fais du management, soit je fais de la formation. Ouais. Et on n'est pas forcément formé Ouais. pour ça, parce qu'en fait, on est dans un parcours d'évolution, mais on ne comprend pas forcément ce rôle de formatrice. Donc il y a beaucoup de choses à faire particulièrement dans notre secteur d'activité. Ouais, c'est clair. Et encore, moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur la façon dont j'ai été introduite dans ce nouveau métier, puisque j'ai été recrutée, pour ne pas la citer, par la marque Davines, qui est une marque incroyablement belle en termes de valeur. On m'a recrutée pas forcément pour mes années d'expérience, mais plutôt pour mon approche bienveillante. J'étais dans une formation en tant que stagiaire avec certaines de mes salariés, et c'est les interactions que j'avais avec mes salariés qui ont plu à la personne qui m'a recrutée. Donc c'est déjà un contexte assez particulier pour exercer et qui a beaucoup plus de sens pour moi, et j'ai eu la chance en plus d'être formée dans ces mêmes valeurs avec les premiers clients, les premiers stagiaires que j'ai formés étaient des gens aussi qui étaient dans cette valeur d'apprentissage et d'intelligence collective. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la démarche qu'on a fait avec l'Académie de formation, c'est de pousser ça au maximum et du coup d'avoir la liberté de le faire. Donc c'est vrai que quand on ne dépend pas d'une marque ou quand on ne dépend pas d'un système hiérarchique, on a vraiment un champ des possibles qui s'ouvre et une liberté énorme. C'est vraiment ce qu'on prône dans nos formations. On a un genre de petit carnet de route qui sera toujours le même, mais en fait si un jour vous faites 2 fois la même formation, vous ne repartirez pas avec les mêmes infos non plus, parce qu'on explore cette liberté à chaque fois et que chaque groupe qui vient dans la formation fait que la journée de formation est toujours différente. Il y a un vrai truc à chaque fois qui se passe et qui nous permet d'aller plus loin, et je pense d'être vraiment ancré avec les réalités au jour le jour du secteur, parce qu'en fait on a des secteurs nous, qui bougent tout le temps. Tout le temps. Tu peux faire une formation en 2024, si tu la refais la même en 2025, les enjeux ont déjà changé et la façon d'apprendre, les choses que tu vas apprendre ont déjà changé. C'est vraiment un truc de dingue. Qu'est-ce que ça représente pour toi la transmission, Céline ? Alors je pense que ça fait partie de moi, mais comme ça peut faire partie en fait de beaucoup de profils de professionnels de la beauté, ou même de mon secteur moi de masseuse ou de praticienne spa, parce que finalement on va beaucoup transmettre à nos clients aussi à travers des conseils, à travers une approche globale de prise en charge client. Mais la transmission, en fait, c'est aussi moi tout ce que j'ai appris, tous les déclencheurs que moi j'ai appris souvent seule. Voilà, c'est de guider en fait un petit peu ce parcours d'évolution que les praticiennes peuvent avoir. Aussi qu'elles prennent confiance en elles. Voilà, moi j'ai à cœur que les professionnels voient aussi leur propre beauté, leur propre lumière, leur fonctionnement, et il va se passer tout ça, beaucoup d'émotions aussi dans une formation, mais c'est aussi prendre confiance en soi, au-delà d'une technique, d'un protocole, etc. C'est mettre au cœur de l'apprentissage aussi l'humain et le développement professionnel, comme on pourrait le faire dans un développement personnel. Donc voilà. Ça, je pense que c'est un des trucs, sans qu'on le conscientise, qui nous lie énormément sur notre façon de former, c'est-à-dire que nous, notre but n'est pas forcément de vous rendre uniquement plus performant à la fin, mais bon, il y a quand même de la performance, mais être plus aligné en fait, tout simplement. Enfin, c'est vraiment le plus grand des plaisirs que j'ai eu à réaliser quand j'ai écrit la formation management. Au début, je voulais absolument donner plein de factuels, plein d'outils, parce que les managers aujourd'hui, c'est un métier qui est difficile, donc on a envie d'être ancré comme ça, on a envie d'être sur des bases hyper solides. Au bout de 6 mois, j'arrivais pas à la finir, cette formation. J'ai tout effacé, j'ai tout réécrit, et c'est sorti en 1 heure, de façon hyper fluide, parce que ce que je donnais, c'était certes quelques outils concrets et clairs qui me servent au quotidien et avec lesquels je suis hyper à l'aise, mais c'était surtout toute une démarche de se réaligner et en fait de prendre du plaisir. Est-ce qu'on n'irait pas en formation pour apprendre à rekiffer aussi son métier et du coup quelque part un peu durer, parce qu'on a des métiers où malheureusement 10 ans de carrière, c'est déjà énorme. Beaucoup de gens se reconvertissent, beaucoup de gens partent de nos métiers, et je trouve que c'est intéressant, si on arrive à apporter ça par la formation, de cultiver notre passion pour ce métier-là,
de développer d'autres aspects au fur et à mesure de notre carrière et du coup de faire en sorte qu'on dure dans la passion. Je sais pas, il y a un truc qui m'avait habité au moment où j'ai écrit la formation de management et je t'ai dit en 1 heure du coup je l'ai sorti. Et je pense que ça nous anime vraiment. Prendre en compte chaque personne qui vient dans nos formations et lui dire ok, qu'est-ce que je peux t'apporter à toi pour que dans l'exercice de ta pratique au quotidien, tu te sentes plus aligné, plus ancré, plus passionné encore. Et ouais, c'est un terrain de jeu, encore une fois, immense. Quelle est la plus grande difficulté pour toi que tu as rencontrée dans ton métier de formatrice? Alors, ma toute première formation, donc moi j'étais formatrice pour une marque, ma toute première formation, enfin c'était pas la toute première, mais en tout cas une grosse formation, je l'ai faite en Turquie, donc dans un pays où ils parlaient anglais, et c'est la première fois où, parce qu'en France c'est quand même assez simple quand on a la même culture, le même système d'apprentissage, etc. C'est quand même assez simple, même quand on est débutant, de s'en sortir. Et c'est la première fois que j'ai fait face à des gens qui ne voulaient pas être formés, parce que j'étais la française qui allait... Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le voyaient. Et c'est comme ça que j'étais aussi en posture, parce que c'était mes débuts, de la française qui arrivait avec ses protocoles de marque et qui allait dire ce qu'il fallait faire, pas faire, alors qu'elle, elle trouvait que le protocole était naze et qu'elles avaient une autre approche du massage, en plus, différente des massages français. Et c'est la première fois que je me suis heurtée à des gens qui clairement me regardaient en me disant non. Ah oui. Ce que tu me dis, c'est non. Donc oui, ça a été un gros challenge et en même temps hyper riche d'apprentissage, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en formation qu'on est prêt à changer. Alors parfois, quand on s'inscrit, on est déjà dans ce processus et il se passe déjà des choses avant la formation qui fait qu'on est là aujourd'hui, mais parfois non. Et parfois, on n'est pas prêt à entendre qu'il faut changer, et on n'est pas prêt à changer nos habitudes, et c'est hyper difficile d'être dans le changement. Donc, comment transformer ça, comment amener les gens à être en douceur dans un début de changement, comment amorcer certains changements, etc. Voilà, ça a été un de mes gros apprentissages. Et comment faire avec des gens qui fonctionnent différemment de moi. Ça aussi, ça a été tout un challenge, parce que quand je suis arrivée sur le poste de formatrice, c'était en fait je projetais ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière d'apprendre sur les autres. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et en face de moi, et souvent les profils qui vont nous titiller, nous, en tant que formatrices, c'est nos profils opposés. Ouais, donc, en fait, et c'est sur cela qu'il faut aller encore plus trouver le langage qui va leur parler à eux et qui sort de notre zone de confort à nous. Ouais. Donc, c'est assez challengeant. Ouais, c'est clair. Donc voilà, finalement les challenges, c'est ça, c'est les gens qui ne fonctionnent pas comme nous et qu'il va falloir quand même rentrer en connexion pour pouvoir arriver à un but pédagogique, parce qu'en fait c'est on ça. Garde le cap, on garde le cap au fond. Moi j'avoue que c'était assez simple la différence qu'on a, même si nos métiers sont souvent mis en comparaison l'un de l'autre. C'est que vous travaillez dans des cabines, donc souvent seuls, alors que nous, les coiffeurs, en tout cas quand on choisit comme moi de travailler en salon, quand on est passionné par cet univers du salon de coiffure, on travaille qu'en équipe, et surtout très vite, on devient mentoré, puis mentor. Et du coup, il y a un genre de cas par cas où tu apprends à former sans le conscientiser, parce que forcément que tu as un apprenti dans le salon. Alors qu'en cabine, c'est vrai que y a ce truc très tout seul, très où on cherche à être assez perfectionniste, performant. L'univers de la cabine a sa spécificité comme ça, où vous avez peut-être un peu une pression, moins de droit à l'erreur que nous en coiffure. On est derrière les bacs, je sais pas s'il va se passer un truc, voilà. Ouais. Mais en tout cas, dès le départ, moi la première fois que j'ai formé quelqu'un, je pense que j'avais 17 ans. Mais naturellement comme ça. L'école ne nous apprend pas grand-chose. Vous non plus? Non. J'avais l'impression.
Ça a peut-être changé. Voilà, crois pas. je sais pas. Ouais, c'est pas là où, en tout cas, on a le plus de souvenirs d'apprentissage. Moi, j'avais vraiment l'impression que l'école ne servait à rien. Et du coup, très vite, il allait falloir que j'absorbe du savoir d'autres personnes. Et voilà, j'ai pris mon écosystème. Donc, très vite, en fait, de retransmettre ça. Dès qu'il y a eu des apprentis un peu plus juniors que moi, j'étais en BP, j'étais en CAP, déjà, j'avais à cœur de leur transmettre le truc. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens, dont plein de personnalités différentes. Et mine de rien, quand je me suis retrouvée du coup dans une salle de formation avec plein de personnalités, notamment des gens qui ne fonctionnaient pas comme moi, je pense que quelque part, j'avais déjà un petit entraînement assez sympa sur ça. Alors effectivement, le problème de crédibilité, toi, c'était un mélange culturel différent. Moi, c'était l'âge, comme à chaque fois. Je me retrouve dans des salles de formation où des gens ont l'habitude d'être formés par mes collègues qui ont la quarantaine. Et moi, j'arrive, ils pensent que je suis une élève. C'est super. Et du coup, à chaque fois, il faut aller chercher les gens. Voilà. Donc, petite technique de l'humour, en vrai. Souvent, je leur dis, voilà, je sais que j'ai une baby face, mais vous inquiétez pas. Ça fait 14 ans que je fais ce métier, et on déroule, et voilà. Mais c'est vrai que, bon, les personnalités différentes, grâce à l'apprentissage, c'était cool. Ouais, oui. Oui, même si, en fait, la différence aussi, c'est que tu parles de cabine, mais une fois que la porte est fermée de la cabine, en fait, la praticienne, elle peut faire ce qu'elle veut, en réalité. Tu peux faire des changements de protocole si ça te saoule et que tu n'as pas envie de le faire, tu peux ne pas le faire. Si tu as un retour client, on va le voir, mais sinon, on ne le voit pas. Ouais. Et tout le challenge est là quand même, c'est de faire adhérer les gens à faire différemment, parce qu'en fait, on fait toujours au final un peu les mêmes manœuvres, etc. parce qu'on est à l'aise, parce que notre corps aussi a cette mémoire du mouvement et que de travailler sur le physique et sur le massage, c'est un peu différent. Mais oui, c'est intéressant. Et je trouve qu'il y a quand même un côté très technique dans la coiffure qu'on peut avoir un peu moins en massage finalement. Ouais, je pense. Si tu loupes une coupe, tu loupes une coupe. Et les conséquences sont pas les mêmes que sur un massage où au final, l'exigence peut quand même varier. Oui, c'est vrai. Nous, il y a un rapport au résultat qui effectivement est assez particulier. Après, peut-être que c'est pour ça que moi, c'est pas sur les trucs, c'est pas ces choses-là sur lesquelles je préfère former non plus. Ouais. Parce que justement, par la technicité et cette recherche de performance, on en perd un côté conscient et un côté de kiff quelque part, de mettre un peu sa patte personnelle dans ce qu'on est en train de faire. C'est hyper bien quand on a des personnalités d'artistes, je pense, d'avoir cette technicité dans la coiffure. Personnellement, je ne me sens pas du tout artiste, je sais que j'ai la créativité, mais plus une connexion énergétique qu'une connexion artistique, tu vois. Donc du coup, je me reconnais plus la formation management qui est mon dada ultime, business et management, parce que justement, on a une marge de manœuvre, et de toute façon, ce qu'il va falloir faire, c'est pas appliquer une technique propre, nette, machin, il y a quelques outils comme on disait, c'est surtout savoir écouter, savoir ressentir, et du coup savoir réagir quasi instantanément à des situations qu'on est en train de rencontrer. Et c'est là où du coup, je trouve que c'est hyper intéressant l'approche que tu as toi dans la transmission du massage, qui est au final plus une approche énergétique, où tu parles beaucoup d'éveil de ces sens-là. Comment ça se passe un éveil énergétique avec toi ? En fait, mon objectif, c'est de faire passer un cap aux praticiennes qui aujourd'hui, et c'est ce que je faisais en fait quand je faisais de la formation de marque, et c'est pour ça que c'était un peu, à la fois ça marchait vachement bien et en même temps, parce que ça sortait du cadre de la marque et on avait cette liberté de le faire et on avait une vraie personnalité avec ça. Mais en fait, une praticienne, pour qu'elle prenne du plaisir, il faut aussi comprendre pourquoi on fait les choses, être bien aligné avec ça. Et à un moment donné, si c'est faire du massage pour faire du massage, apprendre une technique pour savoir faire un dip ou un sportif, mais un massage pour moi c'est presque un art, en tout cas un artisanat. Ouais. De toute façon, on travaille avec nos mains. Et de comprendre ce qui va se passer sous nos mains. Alors il y a beaucoup de formations où tu vas comprendre les muscles, etc. Peu où tu vas travailler l'énergétique, c'est-à-dire tout ce qui se passe
plus globalement dans le corps. Mais même les fascias, etc., tout ce qui entoure le muscle, tout ce qui va sortir un petit peu du corps aussi. Mais parfois, les praticiennes, elles vont avoir des ressentis, elles vont sentir des choses, les mains qui chauffent, etc. Mais elles vont pas le comprendre. L'idée dans ces formations, c'est d'avoir des bases, que ce soit de médecine chinoise, d'énergétique, etc., vraiment les bases pour ensuite développer son ressenti. Même si on ne sait pas toujours décrypter, que ça prend finalement presque une vie, je pense, de praticienne. C'est un travail de toujours. Voilà, c'est un travail. Ouais. Et que parfois ça peut aller très vite et parfois c'est très lent et c'est comme ça. Mais comprendre comment nous on fonctionne, qu'est-ce qu'on ressent dans le massage, ça aujourd'hui on le fait moins. Moi je l'ai appris seule et je trouve que ça a de l'intérêt de le faire aussi dans un groupe, dans une formation et de donner une valeur un peu différente au massage qu'on peut faire. D'aller explorer ça. Voilà, et aujourd'hui, le monde du wellness, il évolue. L'exigence en termes de massage, ce n'est plus juste faire du massage. L'exigence des clients, elle change. Et le monde du massage change, donc l'idée, c'est pas de faire l'énergétique et de guérir les gens, etc. Il faut savoir rester à sa place, mais de comprendre tous les aspects qu'il va y avoir dans un massage et découvrir finalement d'autres visions du corps, des douleurs, des contractions, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, etc. Sans que ça soit des vérités, mais en tout cas des pistes d'exploration pour finalement que chaque client soit aussi un moyen d'apprendre. C'est que quand on parle d'énergétique, beaucoup de gens sont éduqués à penser que c'est tout de suite un peu en projection astrale, comme ça, un peu ouh. Pas du tout, au contraire, c'est vraiment se reconnecter à ses propres énergies et on n'est pas obligé de se dire je vais avoir besoin d'un éveil énergétique pour comprendre les énergies de l'autre. Si déjà on comprend les siennes, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et par contre, effectivement, ça donne une vraie compréhension de l'évolution du monde qui va de plus en plus vite. Nous, ça a toujours été très très vite quand même. J'ai l'impression que bien-être et beauté, on a toujours eu un besoin de réinvention au fur et à mesure des saisons, quoi. J'ai l'impression que c'est déjà très rapide et ça va aller de plus en plus vite. Donc le fait de travailler en conscience, ça permet de plus vite, se faire des petits pivots comme ça dans les demandes de nos clients parce que du coup, on sait un peu plus ce qu'on fait et du coup, on a confiance en nous aussi. Moi, je me souviens quand j'ai commencé la coiffure, on était sur l'époque des carrés plongeants. Vraiment, le carré plongeant, vraiment. Si t'étais la coiffeuse qui faisait les plus beaux carrés plongeants du quartier, en vrai, t'étais la meilleure coiffeuse du quartier. Alors bon, moi c'était en province, je sais pas à l'époque ce qui se passait à Paris, parce qu'il y avait plus de nombre de coiffeurs, nous il y avait peu de coiffeurs. Et vraiment, si tu maîtrisais le carré plongeant, je pouvais en faire des fois des dizaines par jour, c'est quand même un truc énorme. Mais du coup, tu développais une clientèle de carré plongeant. C'est tellement fini ça. C'est tellement plus... Il n'y a pas une seule journée, voire même des fois, il y a des semaines qui passent où je n'ai pas fait 2 fois dans la même semaine la même coupe. On est passé sur un exercice du métier où aujourd'hui, être une bonne coiffeuse, c'est savoir écouter et répondre aux besoins des clients. Et savoir vraiment pouvoir proposer justement ce panel hyper large de techniques. Sauf que t'as toujours qu'un seul cerveau. Et ton cerveau, à l'époque, qui absorbait 1, voire 2, 3 coupes, aujourd'hui, il est censé en imprimer des milliers. C'est pas possible. Si on suit à chaque fois une technique apprise par cœur, on ne pourra pas apprendre des milliers de techniques par cœur. Alors que si on est plutôt sur quelque chose d'intuitif, et moi au moment de couper les cheveux, j'avoue que j'ai toujours eu ce truc assez naturellement intuitif. En fait, on me montre une photo, je vais garder la photo, petit à petit je vais écouter même l'épaisseur sous mes doigts de certaines zones, je vais mettre un premier coup de ciseau et observer et être vraiment sur le maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je mets ce coup de ciseau sur ce cheveu? Est-ce que ça ressemble à la finition qui est demandée sur la photo? Et ouais, peut-être que je vais mettre plus de temps à la faire la coupe. Par contre, je dis pas non à ma cliente. Et je suis honnête avec elle. Dès le départ, je vais lui dire, écoute, je l'ai pas fait beaucoup, celle-ci, ou je l'ai jamais fait. Mais je me sens de la faire. Pourquoi je me sens de la faire? Parce que je sais écouter ce que veulent me dire mes doigts. Je sais écouter
ce que je regarde, c'est-à-dire vraiment, voilà, j'observe ça, ou c'est pas ouf. Et du coup, heureusement que j'ai pas mis un grand coup de ciseau, je vais faire autre chose, ou ça a l'air dingue, et là, vas-y, je vais creuser ma mèche comme ça, je vais y aller, machin. Mais ça demande un degré d'écoute de soi-même et de confiance en soi, qui pour moi n'arrive que ou travaillant sur soi, effectivement, comme nous, on l'a appris de façon plutôt autodidacte, ou vous pouvez aller plus vite en ayant des formations où on va cultiver ça. Complètement. Complètement. C'est la même chose en massage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un bon massage et qu'est-ce qui fait qu'une cliente va ressortir complètement épatée de l'expérience alors qu'elle peut faire des massages partout et qu'ils en font souvent partout. Donc qu'est-ce qui fait la différence? Et c'est ça, c'est cette... Et quand on parle d'éveil énergétique ou d'énergétique, etc., c'est concrètement, c'est quoi et ça peut, là, ce que tu dis, ça peut rappeler ce troisième œil, de voir les choses un peu différemment, de voir ce qu'il y a derrière. Ça peut être aussi notre ancrage à nous, ça peut être notre réveil au sens, d'avoir une vision. Donc oui, c'est complètement corrélé avec ce qu'on peut faire en soi. Et en tout cas, dans la formation, nous, c'est ce qu'on va essayer de transmettre. Donner des techniques claires, en vrai, on sait faire, puisqu'on est surentraîné à ça dans les marques. Mais voilà, avec ce truc en plus où on va même peut-être vouloir développer plutôt le libre arbitre, plutôt la réflexion personnelle de nos stagiaires que l'application d'une technique un peu froide et carrée, quoi. On me pose souvent la question de comment est-ce qu'on crée une formation. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de rien, juste voilà, on sait qu'on a envie de transmettre un thème. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait? Je sais qu'on a 2 méthodes un peu différentes en plus, donc c'est hyper intéressant. Mais voilà, quelle est ta méthode pour créer ce format? Alors moi, quand je crée une formation, je suis attentive à ce qui se passe avant, pendant et après. Pour déjà créer dans l'invisible, avant que les gens se rencontrent dans la vraie vie, créer déjà un début de changement ou des débuts de réflexion, etc. Donc en amont de la formation, souvent, je peux envoyer des choses, un e-book, des choses qui vont commencer à faire germer et à mettre les gens en posture, voilà, en tout cas, arriver dans certaines conditions. Ensuite, on pose toujours nos objectifs pédagogiques, de savoir le but de la formation, où est-ce qu'on veut emmener les gens, etc. On fait de la formation à des adultes, donc c'est quand même assez différent d'enseignants ou de professeurs ou autres. Moi, je fonctionne beaucoup avec les neurosciences, donc avec le biorhythme de la journée. Donc ma journée, elle va être quand même assez rythmée sur des grandes bases de ces biorhythmes, des moments où on va être un peu moins réceptif, des moments où on va avoir besoin de punch, on va être besoin d'être activé, de bouger, d'être en mouvement, d'autres où on a besoin d'être dans la réflexion et dans l'apprentissage pur et dur. C'est un métier où on doit quand même transmettre certains protocoles parfois, donc il faut quand même... C'est parfois descendant et c'est obligatoire que ça le soit, mais comment dans cette journée ça peut être descendant et ça peut être participatif à d'autres moments. Donc les grandes lignes sont posées et ensuite il y a la rencontre avec les gens qui se fait dès les premières minutes. Cette écoute des personnalités qui se fait souvent dès la présentation du groupe en fait, et de comprendre quelle couleur on va avoir autour de nous. Est-ce que les gens vont avoir besoin de choses très carrées et de très structurelles, ou est-ce que ça va être des gens qui vont avoir besoin de s'exprimer énormément pour apprendre? Est-ce que ça va être des leaders nés et qu'il va falloir leur laisser un petit peu de marge de manœuvre dans les choses? Ou est-ce que ça va être des praticiennes très empathiques et qui vont avoir besoin de beaucoup d'écoute et beaucoup de douceur? Donc en fait, après la journée s'articule en fonction des gens et dans ces formations, je vais mettre des modules adaptés aux couleurs des personnes, à leur personnalité, pour que en fait ça leur corresponde à eux. Donc à la fois on a une trame plutôt générale et qui évolue en fonction du groupe. Ouais, c'est ça. Très clair. Autre question, on nous demande souvent comment est-ce qu'on devient formatrice? Ça intéresse beaucoup de gens. Alors nous, en tout cas, en coiffure, c'est un levier financier.
quand on se dit que quand on va devenir formateur, on va avoir des compléments de salaire. Et donc, du coup, ça peut attirer une partie des coiffeurs, et c'est souvent comme ça qu'on finit par me poser la question. Solène, comment t'es devenue formatrice? Donc, comme on vous l'a raconté, on est venu nous chercher par des marques. Ok, très bien. Quels sont les autres moyens de finalement devenir formatrice? Pour moi, c'est pas forcément incarner un poste, remplir une fiche de poste. C'est plutôt devenir la personne qui va inspirer ou qui va, en tout cas, organiser des trucs inspirants dans une journée. Donc, j'ai envie un peu de répondre à cette question par 2 trucs différents. Déjà, on devient formatrice par passion et pas par vouloir faire de l'argent. Vraiment, je vous le dis, c'est comme l'entrepreneuriat. Si vous le faites pour l'argent, vous allez être bien déçus. Voilà, donc déjà, la première chose, c'est l'intention. Pourquoi est-ce qu'on devient formatrice? Ça se cultive, vraiment. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir vraiment poser qu'est-ce qu'on veut transmettre et qu'est-ce qu'on ne veut pas transmettre. C'est hyper important de savoir le pourquoi et le comment. Ouais, bah, de toute façon, le pourquoi, Pour tout. C'est pour tout. C'est bien de se le rappeler très régulièrement, et notre pourquoi peut changer aussi, il n'est pas figé. Je pense que déjà, il faut aimer les gens. Moi, il m'est arrivé de manager des formatrices qui n'étaient pas à leur place, parce que ça fait rêver en fait d'être formatrice. On projette plein de choses, et puis dans le métier, encore une fois, en termes d'évolution, c'est soit tu es formatrice, soit tu prends des responsabilités de manager. Donc quand tu n'es pas trop à l'aise avec le management et que tu as peur de te frotter au management, bah, tu deviens formatrice. Mais en fait, y a des personnalités qui ne sont pas du tout faites pour ça, dans le sens où justement elles ne vont pas avoir cette intelligence émotionnelle de capter l'autre. Voilà. Donc, pour moi, c'est cette sensibilité qui est là, et que sûrement on a vu en nous pour aller nous chercher aussi, et que nous on voyait peut-être pas. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est effectivement la chose fondamentale. Et avoir un ego bien placé aussi. On n'est pas là pour dire aux autres ce qu'il faut faire. On n'est pas là pour se mettre au centre du noyau et dire c'est moi qui sais, c'est vous qui faites. Et si on fait comme ça marche pas, de toute façon. Et on rentre en conflit à un moment donné, forcément, avec nos apprenants. Mais il y en a beaucoup qui... Et pour le coup, comme je pratique aussi en cabine, je suis des formations de marque et autres, où j'hallucine de la manière dont on m'apprend les choses, en fait. Les formatrices ne savent pas que j'étais formatrice forcément, et je ne me mets pas dans cette posture-là. Pour le coup, je suis hyper attentive, mais par curiosité, pour aussi juger ce qui est intéressant à faire dans le métier. Oui, puis en plus, petit aparté, les formatrices sont celles qui se forment le plus. Oui. Bah oui, pour moi, c'est obligatoire. Oui, parce que c'est aussi des personnalités qui vont vouloir toujours apprendre, parce qu'on est dans cette pédagogie-là, donc on a un peu une soif d'apprendre tout le temps, et de transmettre ce qu'on apprend continuellement. Donc oui. Et du coup, c'est aussi intéressant, parce que quand on n'est que formatrice et qu'on n'est plus apprenant, on oublie aussi le trac des gens. Quand tu arrives dans une formation que tu connais personne, que tu sais que ça va bouger, que tu vas sortir de tes zones de confort et tout, on a toujours peur quand on arrive en formation. On est toujours en inconfort. Et parfois on l'oublie en tant que formatrice, et pour nous, ça fait pas... Ouais, voilà, on déroule et basta, quoi. Donc se remettre en position d'apprenant, c'est assez intéressant. Et tout ça pour dire que oui, de suivre des formations, ça permet aussi de voir qu'en fait, y a des formations qui servent pas à grand chose, parce que moi je sais que quand on me prend d'une certaine manière, comme tout le monde, à un moment donné ça va me bloquer dans mon apprentissage, parce que on appuie sur des leviers qui me freinent en fait, qui appuient sur certaines choses de ma personnalité qui font que soit je vais me crisper, ou je vais pas comprendre, ou du coup je vais trop mentaliser. Parfois il y a même des mots de la formatrice qui peuvent vraiment toucher dans l'estime en fait, donc il faut aussi faire attention à ça. Et de le revivre là récemment, je me suis dit waouh, mais en fait elles sont peut-être très bonnes praticiennes et elles connaissent peut-être très bien leur protocole,
mais elles ont pas appris à être formatrices. Et ça s'apprend, en fait. Il y a certaines choses qui s'apprennent. Ouais, c'est clair. C'est très rare, je me rends compte avec le recul, que je dise un vrai non en formation ou un vrai truc de il faut pas, d'injonction ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, il faut laisser quelque part cette porte ouverte. Et des fois, tu vas amener des gens, alors au lieu de prendre 3 secondes pour essayer de les faire réfléchir sur une pratique, ça va peut-être prendre 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Mais par des chemins détournés, du coup, tu ne braques pas la personne et sur l'entièreté de la journée, tu gardes l'attention et l'intention de tout le monde. Et c'est un vrai exercice, alors ultra empathique, mais qui du coup même t'oblige en tant qu'humain à limite avoir que ça comme objectif, tu vois. Moi vraiment, c'est un des premiers trucs que je me suis dit quand je donnais mes propres formations, c'est il faut que je connaisse mon format absolument par cœur, parce que il faut absolument que mon énergie aille sur l'écoute de la personnalité des autres. Je peux pas arriver avec un truc où je suis en train de lire mes slides, c'est pas possible, sinon je vais pas avoir cette présence et cette empathie dont ont besoin tous les stagiaires d'une journée de formation pour se sentir vraiment concernés et aller au bout et effectivement ne pas se braquer. Mais vrai truc, hyper challengeant, hyper excitant, mais faut vraiment en prendre conscience, on n'est pas que là pour transmettre une technique en effet, il faut emmener un groupe avec soi, quoi. C'est vrai. Ce truc de quand t'as des personnalités un petit peu différentes et voilà, t'as du mal à embarquer quelqu'un dès le départ. Alors moi, je le rencontre souvent avec les employeurs qui envoient leurs salariés qui ne veulent pas se former en formation. Vrai sujet. S'il veut pas se former, le forcez pas. Vraiment, c'est mort. Quelqu'un qui vous dit non, niet, nada, machin, là, là. Il y a peut-être des leviers en management à faire avant pour remotiver et donner du sens à la formation avant de se dire que les formatrices vont le faire. En vrai, une fois que la personne arrive et qu'on s'est rendu compte qu'elle ne voulait absolument pas être là, je vous assure qu'on peut plus rien faire. Donc voilà. Ou alors on le fait, mais on s'épuise en fait. Et franchement, ça marche pas, ça marche rarement. Franchement, il y a 2-3 petites victoires notables, fatigantes mais notables. Et qui durent pas non plus. Qui durent pas. Non. Donc voilà. En tout cas, donc outre ces personnalités-là où pour le coup, on l'aura bien compris, il y avait des leviers de management à faire avant qui on peut rien faire. Mais ces gens où dès le départ, dans la première heure, on se dit waouh, comment je vais faire pour que la transmission elle se passe le mieux possible, parce que là, je me sens moi-même en tant que formatrice en inconfort. C'est quoi ta technique ? Déjà, c'est de pas paniquer, à me remettre moi en question, et vraiment d'utiliser des techniques vraiment de formatrice, parce que je connais très bien les émotions liées aux personnalités, aux couleurs. Alors après, c'est très classique, hein, même dans le management ou dans la formation, le disque, etc., de travailler avec les couleurs des personnalités. Mais c'est un vrai levier, en fait. C'est, à un moment donné, c'est de savoir... parce qu'un rouge en stress va avoir une personnalité encore plus décuplée et va avoir des mécanismes, mais qui, en fait, peuvent se décrire. Et ça n'a rien à voir avec la personne. Elle ne m'attaque pas moi, en réalité. C'est son fonctionnement de défense face à quelque chose qu'elle n'a pas envie ou elle n'est pas prête, ou parce que moi je m'y prends mal aussi, ça peut arriver aussi, ou parce que je suis pas dans mon bon mood ou autre. Donc en fait c'est sortir un peu de soi, c'est d'observer la situation un peu comme si on était une caméra de surveillance et de se dire attends, quels mécanismes sont en train de se mettre en place dans un relationnel parce que la personne est en stress. Et en inconfort, et du coup réagit de manière très épidermique, pas forcément à ce que je lui dis, ou pas forcément à moi, peut-être que si, mais en fait je dédramatise ça pour arriver à faire baisser le stress, à ce qu'elle prenne confiance dans le groupe, etc. Et c'est pour ça qu'aussi il faut se sortir du noyau et se mettre à l'extérieur, parce que souvent c'est l'intelligence collective. C'est ça. Ça m'est arrivé d'avoir vraiment des gens qui voilà, pour une anecdote, dans un groupe, on était quand même 15, il y avait 15 apprenants, où on était en évaluation de clôture de formation et où l'apprenante n'avait pas réussi en fait son protocole, etc. Mais de manière très technique, hein, c'était même pas un jugement ou autre, voilà.
parce qu'il y avait d'autres choses à travailler en plus. Mais en fait, c'est vraiment le groupe qui l'a amené à comprendre, et toujours de manière bienveillante, parce qu'il y a les retours de feedback, parce qu'on va aussi guider ces feedbacks-là. Mais c'est pas moi qui vais juger une personne face à tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est hyper dur à vivre. Et en fait, l'intelligence collective fait que la personne va comprendre, avoir une prise de conscience ou pas, mais en tout cas, ça va pas être vécu comme quelque chose de personnel, et c'est pas la formatrice qui juge si tu es capable ou pas. Ouais. Et ça, c'est hyper important aussi. Ouais, même pour toi à vivre en tant que formatrice. Oui, et puis j'ai pas à me mettre dans cette position de jugement dernier, parce que ce n'est que mon jugement. Ouais, c'est ça. Et quelle valeur a ce jugement? En fait, pas grand-chose. Et puis laisser les personnalités s'exprimer aussi. J'ai fait récemment une formation où j'avais même pas commencé le mouvement, qu'on me disait non, c'est pas comme ça. À un moment donné, on laisse la personne prendre le mouvement, se l'approprier, le digérer, le comprendre, l'analyser, etc. Après, on peut améliorer, mais si tu laisses pas la personne s'exprimer dans son métier, et que tu bloques déjà avant qu'on ait même commencé l'expérience du mouvement, c'est quand même assez compliqué. Ouais, Donc, c'est clair. Moi, je trouve que c'est vraiment un métier pour ça où il ne faut pas avoir trop d'ego, comme tu disais, bien placé, quoi. Il faut en avoir. Il faut toujours en avoir. Il faut toujours en avoir, mais équilibré, oui. Dans ces moments-là, il faut le ravaler un petit peu. Ouais, en fait, faut pas que ça ravive une blessure chez nous. C'est pas un abandon si quelqu'un nous dit non, en fait, ce que tu me dis, je le remets en question. C'est pas un rejet, c'est pas une blessure. Les apprenants ont aussi le droit de nous challenger, de nous remettre en question, et on ne sait pas tout. Et en fait, on est là comme un guide pour amener les gens à un certain but, mais on n'est pas là pour se valoriser nous. Et je pense que si on est dans cette énergie-là, ça dure pas longtemps. C'est clair. Non, c'est clair. Petite haute astuce, quand moi j'ai commencé la formation et que je me suis retrouvée confrontée à des personnalités qui étaient vraiment full dans la défiance et où en vrai je savais pas quoi en faire, je me suis dit dès le départ, là j'ai besoin de recul, mais en même temps j'attaque la partie théorique où normalement il faut que je déroule mes slides et voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh ben, sous le coude, j'ai toujours 1 ou 2 exercices, notamment sur la partie théorique, qui ne servent pas forcément de manière d'évaluation, qui ne sont pas essentiels, qui aident à la compréhension, ils ont quand même un sens, il n'y a pas de souci. C'est des exercices en général qui durent 5 à 10 minutes, donc qui prennent peu de temps dans la partie théorique ou dans la journée de formation. Et par contre, c'est des exercices individuels, et je les garde toujours sur le coude, je les fais pas. En tout cas, au moment où tu as besoin de 5 minutes, en tant que toi, personne, de te remettre un peu le cerveau juste dans le recul, en fait, de ce qui est en train de se passer dans ta formation pour pas que tu perdes le fil, la petite carte de l'exercice, elle est trop bien. En fait, elle va servir effectivement à faire un point et à animer, et les gens se concentrent sur leurs feuilles, et c'est cool. Sur leurs feuilles ou sur autre chose, hein, moi je fais souvent sur les feuilles. Ils expriment leurs propres avis, donc en plus quand on a des gens qui sont dans la défiance, le fait de leur dire vas-y exprime-toi et après on fera un feedback ensemble, ils s'expriment. Et pendant ce temps-là, moi je fais genre je suis sur mon ordi, mais en fait je suis en train de dépressuriser et de dédramatiser la situation et de faire un point sur ok, c'est pas grave, j'ai quelqu'un qui est dans la défiance en face de moi, pas de souci, je vais savoir gérer, mais comment? Petite respiration ventrale, allez bien, et en vrai ça prend 5 minutes, maximum 10, en fonction de ce que vous leur faites écrire. Mais c'était une vraie technique quand j'ai commencé la formation et que j'étais un baby formateur, qui m'a énormément servi, parce que des fois, on a envie justement d'insister, d'y aller. C'est encore pire que tout. À la fin de la journée, plus de cerveau. Personne n'a plus de cerveau. Et ça dégoûte un peu de la journée que t'as passée. Et limite un peu du métier, quoi, de waouh, ça va se recommencer, la prochaine fois il y a un stress, machin. Donc voilà, le petit exercice, franchement, passe crème. Une boîte à outils d'exercices et de. Oui, c'est hyper important. Et encore une fois, de se mettre en retrait du groupe, c'est hyper intéressant. Et notre rôle, c'est pas d'être constamment en train de parler. Et en fait, c'est vraiment le feedback qui est hyper intéressant. C'est les exercices comme ça, ce qui rythme la journée.
Évidemment qu'en fait, ça doit faire partie d'une formation, même dans l'esthétique et même dans la coiffure. Il faut aller vers ça, il faut aller vers ce type de formation. Oui, c'est clair. Vous l'aurez compris, on a donc une manière de former qui est propre à notre exercice, en pleine conscience, très proche des gens. On pourrait en parler encore pendant des heures parce que c'est vraiment la passion pour le bien-être, la beauté et la formation qui nous amène à l'exercice de nos métiers aujourd'hui. Si vous souhaitez nous retrouver pour discuter de formation, échanger, il y a le site de la Mona Academy qui est disponible et nos 2 Instagram. Donc le mien c'est Solène-AML. Et le mien, c'est être-holistique. Voilà. Donc sur nos Instagram, il n'y a pas de souci. Si vous voulez continuer, moi je sais que j'ai déjà pas mal de DM de toutes jeunes formatrices qui sont hyper au taquet. On a vraiment plaisir à échanger sur cette thématique. N'hésitez pas à nous lancer d'autres choses si vous voulez qu'on fasse d'ailleurs un autre podcast. On parle également de formation avec la Mona Community. N'oubliez pas, donc on forme aussi sur la partie business dans la beauté. Bientôt, nos formations vidéo arrivent aussi. Donc c'est des formations que vous pouvez regarder tranquillement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On va former sur des techniques. Ça va être souvent des formations à peu près d'1 heure qui vont vous permettre d'aller plus loin sur ce genre de sujet. Si vous souhaitez qu'on fasse une formation de formateur, ça a été le métier aussi de Céline, donc n'hésitez pas, on peut vous le sortir en vidéo. Bref, on attend avec impatience vos retours et on a été très contente de se retrouver dans cet épisode aujourd'hui. Merci Solène. Merci à toi Céline.